Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé Mag. La saison froide arrive avec son lot de maladies hivernales, l'occasion de parler d'affections pulmonaires qui ont tendance à s'exacerber pendant cette saison. On s'intéresse ce soir à l'une des maladies chroniques les plus fréquentes en Algérie, en l'occurrence l'asthme. On parle à peu près de 6% de la population algérienne adulte qui souffrirait de cette maladie et de 8 voire 10% des enfants. Les pneumologues rapportent d'ailleurs que plus de la moitié des malades admis dans leur service sont asthmatiques. Essoufflement, gêne respiratoire, sifflement est tout fréquente. Cette maladie inflammatoire des bronches qui touche aussi bien les adultes que les enfants peut avoir des conséquences graves. L'asthme sévère ou non traité peut entraîner effectivement le décès du malade, d'où l'importance d'une prise en charge. Alors, quelles sont les personnes à risque? Comment gérer son asthme et ses crises? Et existe-t-il des nouveaux traitements qui améliorent aujourd'hui la quantité ou plutôt la qualité de vie des asthmatiques? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir le professeur Yassine Khelloui. Vous êtes pneumologue à l'hôpital de Blida. Vous êtes également trésorier de la SAP, la Société algérienne de pneumologie. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Drali Wardia. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes pneumopédiatre et également chef d'unité consultation à l'hôpital Nafissa Hamoud à Alger, l'hôpital donc ex-Parné. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir docteur Lalami Fatma Zahra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pneumologue au CHU de Bnim Sousa à Alger. Bonsoir. Et puis j'ai également le grand plaisir de recevoir monsieur Saadawi Rachid. Vous êtes président de l'association de solidarité aux malades atteints de maladies respiratoires. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous tous de venir sensibiliser autour des maladies respiratoires d'une manière générale et puis autour de l'asthme, cette maladie qui touche, comme je disais à l'instant, plus de 6% de la population. J'ouvre peut-être une parenthèse avant de commencer de parler justement de cette maladie en revenant sur le premier congrès de pneumologie qui a eu lieu le week-end dernier à Alger. Un rendez-vous dont les impressions, les premières en tout cas impressions disent qu'il a été défini comme une réussite de par le nombre de participants, de par la qualité des interventions. Mais concrètement, quelle est l'importance, professeur Khelloui, de ce genre d'événement pour les médecins que vous êtes et pour les malades, parce que c'est eux la finalité finalement? Oui, je remercie l'émission Santé Mag pour cette invitation. Je représente la Société algérienne de pneumologie qui vient effectivement d'organiser cet événement. C'est le premier événement. Et cet événement, si vous avez retenu le titre, c'est la médecine personnalisée. La pneumologie à l'ère de la médecine personnalisée. Donc, pas de précision, de personnalisée. Oui. Donc, il y a des nouveautés dans la prise en charge des malades. Et dans tous les domaines qu'on a évoqués lors des congrès, il faut savoir qu'on a eu 26 conférences, 68 communications orales et plus d'une centaine ou 148 posters, en plus de la participation des différents acteurs non seulement dans la pneumologie, mais les autres disciplines. Et c'est ça la médecine personnalisée, et où on va prendre en charge le patient dans un cadre pluridisciplinaire. La fibrose pulmonaire, il n'y a pas que les pneumos. L'hypertension artérielle pulmonaire, qui sont des maladies rares, ce n'est pas uniquement le pneumo. Et l'apnée du sommeil, ce n'est pas uniquement le pneumo. Donc vous voyez que la médecine personnalisée, vous avez un asthmatique qui est obèse qui a l'apnée du sommeil. Donc vous allez... C'est ça la médecine. Tous les asthmatiques ne sont pas identiques, tous les BPCO aussi. Absolument. Avec les comorbidités. Et là, ça permet de mettre à jour et aussi de donner les nouvelles recommandations, parce que les pouvoirs publics ont suivi quand même dans la fibrose pulmonaire, où il y a les traitements innovants, dans l'asthme bronchique aussi. On va revenir sur les maladies rares, professeur Khelloui, si vous permettez. Alors c'est aussi l'occasion, à ce genre de rendez-vous, vous y étiez, docteur Lalami, c'est aussi l'occasion de se positionner, s'auto-évaluer, parce qu'on voit un peu la recherche, où est arrivée aujourd'hui la recherche justement dans ce domaine. Alors est-ce qu'on
Où sommes-nous aujourd'hui finalement? On est plutôt bien ou plutôt mal dans la prise en charge des maladies respiratoires? Écoutez, concrètement, on se met réellement au diapason avec ce qui se fait de façon consensuelle au niveau international. Et ce genre d'événement, qui a eu d'ailleurs un franc succès, permet une mise à jour pour les pneumologues et aussi la prise en charge multidisciplinaire avec les autres spécialités, et notamment la formation des plus jeunes, parce que c'est quand même un versant très important, la formation des soignants, la formation des spécialistes, des résidents futurs pneumologues, qui permet justement, la qualité de cette formation, de cette information, permet justement de réaliser une prise en charge adaptée pour nos patients. Finalement, on est bien ou on est mal? Écoutez, on est bien, mais vous savez, on est un peu gourmand. Hein, on veut toujours mieux faire, toujours atteindre la perfection. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la SAP, la Société algérienne de pneumologie, possède sur le territoire national 58 coordinateurs. Et ça nous permet justement de diffuser l'information, de recueillir les points de vue des différents spécialistes en hospitalier, mais aussi au niveau privé. Et ça nous permet justement de mettre à jour, de mettre en place des protocoles de prise en charge. Oui. Professeur Drali, concrètement, vous qui êtes responsable justement d'une unité de consultation, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à améliorer les diagnostics, l'observance et puis surtout réduire la mortalité due aux maladies respiratoires? Effectivement, comme notre collègue vient de le préciser, on est toujours gourmand, donc on n'est jamais satisfait à 100% de la prise en charge qu'on veut optimale et à jour, mais néanmoins que les patients, effectivement, maintenant consultent très tôt. Il y a des consultations organisées, spécialisées. Les prises en charge aussi sont consensuelles. Sur le problème de l'observance, c'est le cas de plusieurs pays. Ce n'est pas juste le problème de l'Algérie. L'observance, ça prend plusieurs critères. Il y a comment on a expliqué la pathologie, comment on a décrit le traitement, mais il y a l'autre côté, c'est un contrat entre le médecin et le patient. Et donc on sait que parfois il y a des pathologies qui sont tabous. En l'occurrence, pour la pédiatrie, on parlait de l'asthme. Il est parfois mal vécu quand on annonce le diagnostic de l'asthme. Mais quand il est... Il y a beaucoup de parents qui disent qu'il a des allergies. Voilà, allergies respiratoires. Donc, c'est comment on amène la discussion et le diagnostic, une explication claire et courte. On amène le patient dans son environnement de maladie chronique. Il adhérera petit à petit. Et d'où l'observance du traitement et le succès de la prise en charge. Absolument. Alors je rappelle juste qu'une étude comparative menée dans la région MEA, justement, Moyen-Orient et Afrique, stipule justement, ça parle pas uniquement de l'Algérie, mais l'Algérie y compris, stipule justement que le contrôle de l'asthme reste très insuffisant en Algérie. Les facteurs prédictifs connus du mauvais contrôle sont la formation des médecins, c'est ce que dit l'étude, et puis l'éducation des patients, qui sont donc des points essentiels à améliorer. Une question pour vous, monsieur Saadawi, quel est concrètement, alors on a écouté un peu les médecins qui sont avec nous, mais l'avis de l'association de malades, dont vous portez la voix ce soir, est important aussi. Comment vous évaluez aujourd'hui concrètement la situation des malades atteints de maladies respiratoires chez nous? Merci pour cette invitation d'abord. En ce qui nous concerne en tant qu'association, point de vue prise en charge, il y a deux volets dans la prise en charge. Il y a la prise en charge côté médical. Là, il y a une avancée importante. Les médecins, il y a maintenant les services sont bien dotés, il y a beaucoup de médecins. Mais côté médicaments, les choses régressent. Pourquoi? Depuis l'instauration des tarifs de référence, les gens ils ont des difficultés pour déjà avoir leur traitement. Je ne parle pas aussi de ceux qui n'ont pas de couverture sociale, les démunis, qui n'ont pas accès du tout à ces médicaments. Donc je lance un peu un appel à tous les acteurs de la santé. Quand vous dites difficulté d'accès aux médicaments, vous voulez dire que les médicaments ne sont pas disponibles ou ils sont chers? Non, ils n'ont pas de couverture sociale. D'accord. C'est la couverture sociale. Mais la disponibilité y est. Les médicaments sont disponibles aujourd'hui. Il y a la disponibilité, mais de temps en temps, il y a des pénuries. D'accord. On enregistre des pénuries. Oui, ça a été le cas pour la ventoline, par exemple, à un moment donné. Oui, pas que la ventoline. Même des traitements de fond, de temps en temps, on
ressent des pénuries, ruptures, voilà. des ruptures qui ne sont pas justifiées. Pour nous, en tant qu'association, c'est des ruptures qui ne sont pas justifiées du moment qu'on est obligé d'approvisionner les officiers. Oui. Votre message est clair, Monsieur Saadawi. Je vais vous inviter, messieurs, dames, justement, de revenir sur le congrès qui a eu lieu le week-end dernier. C'est le premier congrès national de la Société algérienne de pneumologie qui a eu lieu donc à Alger sous le thème « La médecine de précision personnalisée en pneumologie ». Le compte-rendu est signé Yanis Saïd Belkacem. Regardez. L'asthme, une pathologie fréquente, débute souvent dans l'enfance et majoritairement d'origine allergique, présente parfois des manifestations associées telles que l'eczéma ou des allergies digestives. Heureusement, cette condition est aisément traitable et peut être bien gérée. Il faut savoir que c'est quand même une pathologie qui est prévalente, elle arrive généralement, elle survient dans l'enfance. Elle survient dans l'enfance et puis bon, elle s'estompe vers l'adolescence. Les gens qui sont malades depuis l'enfance, généralement quand ils arrivent à la puberté, à l'adolescence, généralement ils n'ont plus autant de crises que dans l'enfance. Et puis bon, il faut savoir qu'elle touche toutes les catégories d'âge. Les avancées dans les traitements des maladies respiratoires, dans l'asthme ainsi que pour les affections respiratoires rares sont constamment innovantes. Ces progrès contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes affectées et ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Vous savez, quand on a un patient qui présente un asthme sévère, on doit le phénotyper. On doit savoir est-ce que c'est de l'asthme sévère qui est du phénotype T2, c'est-à-dire allergique ou éosinophilique, et ceux qui sont du phénotype non T2. Et généralement, la majorité des patients, heureusement, ce sont des phénotypes T2 allergiques, donc ce sont des patients qu'on peut traiter facilement par le traitement biologique. On a déjà commencé à traiter des patients qui ont de l'asthme sévère, et ça marche très très bien. Maintenant, on parle de traitement personnalisé. Avant, c'était un traitement conventionnel qu'on donnait pour le traitement. Maintenant, on cible le gène, on cible la cible exactement et on donne un traitement qui donne de meilleurs résultats par rapport au traitement conventionnel. Certes, ces traitements, c'est des traitements coûteux, mais l'Algérie a mis le paquet pour rendre ces médicaments disponibles sur le marché algérien. C'est pourquoi l'approche proactive par la vaccination permet de maintenir la santé respiratoire et de réduire le risque de complications. La campagne de vaccination, ça fait quand même presque un mois qu'elle a démarré et on espère que le médical et surtout le citoyen y adhèrent. Parce qu'en augmentant la couverture vaccinale, c'est par cela qu'on peut éventuellement diminuer le nombre d'hospitalisations par la grippe et le nombre de décès par la grippe. Et surtout, c'est chez la population vulnérable. Et comme vous le savez, parmi la population vulnérable, c'est surtout les sujets âgés qui ont plus de 65 ans, qui malheureusement, leur système immunitaire n'est pas très... C'est d'ailleurs ce que les experts ont discuté lors du premier congrès national de la Société algérienne de pneumologie, une journée sur la médecine personnalisée quant à la prise en compte des données biologiques, environnementales et thérapeutiques pour les pathologies respiratoires telles que l'angioëdème héréditaire et l'asthme. Voilà, donc bref retour sur ces 2 journées donc, du premier congrès de pneumologie. Nous en parlions tout à l'heure, professeur Lui, les maladies rares étaient également une thématique à l'ordre du jour. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a des traitements qui arrivent. Absolument. Merci pour le reportage. C'est merci à Yanis. un souvenir très récent, il est encore dans notre tête. Donc, oui, effectivement, on a parlé aussi de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie rare, qui est très très difficile à prendre en charge, où maintenant... qui sont surtout des maladies méconnues, professeur Lui, on n'en parle pas beaucoup. Méconnues, il y a même une association concernant les malades atteints de cette maladie. On a parlé de l'asthme sévère, qui est assez rare, quand même, quand ça représente chez l'adulte 3%, mais ça a une prise en charge spécifique. La fibrose pulmonaire, maintenant, la fibrose pulmonaire est une... il faut avoir les pneumologues, les radiologues, les immunologistes, les anatomopathologistes, tous ces gens-là participent à un diagnostic. Mais aussi, la finalité, c'est pour revenir à la prise en charge. Je vous informe aussi qu'il y a une convention
avec la Direction générale de l'Institut national de santé publique, convention avec la société, du moment qu'on est représenté au niveau des 58 wilayas, justement pour donner des datas au niveau de chaque wilaya d'Algérie. Algérie, c'est pas Alger. Donc toutes les autres wilayas, pour éviter qu'il y ait des déplacements comme ça, coûteux, etc. Donc ce sont des données qui sont sous l'égide de l'UNSP qui va rassembler tous ces datas pour que les pouvoirs publics puissent agir de façon assez raisonnable. Donc voilà, ça a servi à tout ça, le Congrès, en plus des recommandations qui vont être établies et transmises à qui de droit. Absolument. Docteur Lamimi, je pense que vous aussi, vous vouliez parler de maladies rares. Hein. Pour vous, c'était très important de parler de ces deux maladies particulièrement. Oui, moi, ça me touche particulièrement à cœur. Dans notre service de pneumologie, on soigne énormément de patients qui présentent des pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes, des fibroses pulmonaires qui compliquent avec des hypertensions pulmonaires. Et ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une longue errance presque agonisante pour le patient avant qu'il n'arrive dans notre service. Et c'est pour ça que l'expertise et le centre de référence qui développe justement sa connaissance dans un domaine spécifique de la pneumologie est quand même très intéressante dans la prise en charge du malade. Donc voilà, pour les pathologies rares, créer un réseau, un circuit qui permette justement aux patients de savoir où et quand aller vers le praticien. À élaborer un plan national des maladies rares. Tout à fait, mais je crois que c'est en cours. C'est un projet, effectivement. Oui. Alors, on parle des traitements innovants. Je pense que pour l'asthme aussi, on l'a vu dans le reportage, pour l'asthme aussi, aujourd'hui, on peut se féliciter justement de l'existence, je ne sais pas si ça existe encore en Algérie, mais en tout cas, ça existe, ce qu'on appelle aujourd'hui les anticorps monoclonaux, qui révolutionnent carrément les asthmes sévères, notamment, docteur Drali. Pour l'enfant, fort heureusement que pour l'asthme sévère, il ne représente que moins entre 1% voire 2% de la population pédiatrique. Et donc et ça répond à des critères très restreintes. Il faut vérifier beaucoup de choses pour dire que c'est de l'asthme sévère. Et on propose pour ces patients, après avoir essayé d'autres thérapeutiques, les nouvelles thérapeutiques qui maintenant sont un projet de disponibilité. Ils n'étaient pas très disponibles. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'indications pour ces traitements. Mais là, quand on a un patient qui présente des pathologies sévères où on a essayé toutes les thérapeutiques, ces options de thérapeutiques innovantes sont indiquées pour ce genre de patient. Ils seront disponibles ou pas ? Ils sont disponibles, mais pas dans toutes les structures. On espère que tous les CHU et monsieur Parce que quand même, il faut dire que c'est des traitements très récents, même à l'étranger. On en parle comme des traitements innovants. Innovants qui peuvent changer parce qu'il y a des traitements qui sont ponctuels, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas l'histoire naturelle de la maladie. On les arrête, la maladie reprend. Mais ces traitements innovants changent complètement la physiopathologie de la maladie. Donc on peut être contrôlé, voire guéri de la pathologie parce qu'on agit sur une molécule cible. Oui, c'est ce qu'on disait, une médecine de précision. Exactement. Malheureusement, l'Alger n'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est 58 wilayas. On aimerait que les traitements soient disponibles, mais que ça doit valider par des centres de référence. C'est pas n'importe qui peut les prescrire. Sur les traitements innovants qui arrivent dans le monde et qui arrivent chez nous, en tout cas j'espère que les malades algériens auront la chance d'y avoir accès. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne chose. Notamment pour l'asthme sévère. Mais malheureusement, chez nous, même les asthmatiques qui ont un asthme sévère, ils utilisent la ventoline, ils ne prennent pas de traitement. Ça, c'est des traitements de fond. Oui, ils ne prennent pas de traitement de fond. Vous pouvez le trouver en crise d'asthme. Vous allez vous dire il va mourir. Il suffit qu'il prenne 2 bouffées d'oxygène, de ventoline, il redevient normal. Donc, il s'en passe de toute autre chose. C'est ça. Mais s'il y a des traitements innovants, ils sont les bienvenus. Oui. Pourquoi pas, à condition qu'ils soient accessibles. Absolument. C'est le plus important. Il faut que ce soit remboursé, bien sûr. Alors, on arrive à peu près à la thématique. Ce sont des traitements, donc finalement, on a compris que ce sont des traitements qui ne sont pas pour tout le monde.
Non. Les traitements innovants, c'est pas Voilà, tous les voilà. asthmatiques Non, qui... Voilà le problème. Voilà. Et ce qui est important à dire, C'est pas que- tout le monde qui est éligible. En fait, ce qui est important à dire, moi je pense qu'il faudrait mettre le doigt sur un problème quand même. Ce n'est pas tant la disponibilité de ces nouvelles thérapeutiques, parce que comme par exemple, je donne l'exemple de l'anti-IgE, le Xolair, il existe depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est quoi comme traitement? C'est un traitement spécifique, c'est une thérapie ciblée pour les asthmes sévères, en traitement de fond. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne peut pas prescrire un traitement comme celui-là qui veut. C'est des malades, fort heureusement, c'est un pourcentage assez rare de patients, mais c'est des patients qui doivent être discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc ne prescrit pas. Oui, mais c'est des formes très sévères, justement, pour lesquelles les autres traitements n'ont pas abouti. Oui, à condition que ça soit vraiment de l'asthme sévère, parce que comme on le dit, c'est une minorité de l'asthme dans une population. Donc à condition de sélectionner avec précision. Ça, on l'a compris, hein, docteur Lalami, on a compris que c'est consacré à une certaine... je veux dire, avant un groupe d'asthmatiques et pas pour tout le monde, mais on insiste peut-être sur l'importance de ce type de traitement, parce que quand même, parmi les objectifs d'une prise en charge d'un asthmatique, c'est d'éviter l'asthme mortel, n'est-ce pas? Tout à C'est fait. d'éviter qu'il y ait une mortalité. Mais un asthme léger peut exacerber, donner une exacerbation sévère et aboutir à un taux de mortalité quand même conséquent. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'arriver à l'asthme sévère, il faut que l'asthme maladie soit bien pris en charge. Absolument. L'observance et l'éducation thérapeutique sont des points essentiels dans la prise en charge des patients. Non, c'est clair. La thématique de cette émission, c'est l'observance, docteur Lalami. C'est pour dire l'importance justement de suivre son traitement. Et si on est là aujourd'hui, justement, c'est pour sensibiliser là-dessus. Docteur Drali, est-ce qu'on est asthmatique finalement? Né NAIT? Oui, naître asthmatique, eh ben, il y a dans la physiopathologie de l'asthme, il y a des facteurs multiples décrits. Et on dit que c'est l'intrication de plusieurs facteurs. On a des patients, c'est des familles, et maintenant on connaît les gènes pourvoyeurs de l'asthme, qui ne s'expriment que devant d'autres facteurs qui se surajoutent, une infection virale, d'autres facteurs environnementaux, vous voulez dire. Voilà, polluants, un environnement propice. Et parfois, non, c'est un épiphénomène, c'est le seul dans la famille. Généralement, ça commence par des infections, il y a un intervalle libre. Et après, il y a une symptomatologie qui se déclare après une infection virale. C'est ce qu'on appelle l'asthme viro-induit. L'asthme allergique, généralement, c'est des enfants qui vont être symptomatiques très tôt. On trouve une notion d'allergie familiale dans la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs. Lui-même, l'enfant peut avoir d'autres manifestations allergiques, une rhinite allergique. Alors si on doit résumer les facteurs, on va parler vous avez parlé de virus. Oui. Ça aussi, ça va fragiliser l'enfant. Donc, quel type de virus? On va voir les On a VRS, principalement les virus respiratoires. Vous avez essentiellement le VRS, l'adénovirus, le rhinovirus. La Covid il y en a tellement. aussi. Oui, aussi. On a appris avec cette pandémie que le Covid a laissé des séquelles et a déclenché une physiopathologie, de pathologies respiratoires qui s'inscrivent dans la chronicité. Mais il n'y a pas que ça. C'est l'atopie, vous avez parlé aussi des allergies. Oui, c'est de l'atopie. Donc quand on dit est-ce qu'il y a-t-il un seul facteur pourvoyeur d'asthme? Non, c'est une intrication de plusieurs facteurs. Non, mais finalement, la réponse, c'est on n'est pas asthmatique. Ça dépend. Si vous avez une prédisposition génétique, on a une prédisposition donc chez certains, génétique. on va dire chez certains, ça peut Bien être sûr. le cas. Vous avez le gène, vous le portez. Il peut s'exprimer en décours d'une infection virale, de l'exposition à une pollution intérieure ou extérieure. Oui. Voilà. Et parfois, non, on n'a pas, mais il suffit peut quand même de développer. Voilà, parce que le virus, à force d'agresser l'épithélium respiratoire, va déclencher une certaine cascade d'inflammation chronique. On a, Madame a parlé de TH2, il y a l'inflammation TH1. Il faudra simplifier, parce que les gens qui nous regardent ne vont pas comprendre. On rentre dans une autre physiopathologie, mais grosso modo,
c'est l'inflammation chronique qui va s'installer et l'hyperréactivité bronchique. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler les autres facteurs, hein, professeur Khelloui? Alors on parle aujourd'hui aussi de la pollution atmosphérique. Hein. On dit que les allergies ont augmenté ces 20 dernières années d'une manière qui fait peur. Alors les allergies finalement, les polluants. Oui, vous venez de parler de la génétique, c'est-à-dire un être asthmatique, c'est la génétique, il y a l'épigénétique. Oui, et absolument. C'est dans ce cadre-là que rentrent les facteurs de pollution atmosphérique domestiques. Il ne faut pas oublier la pollution domestique. Le tabagisme, actif et passif. Et vous avez toutes les allergies qu'on peut citer. Les acariens, et les acariens, alors surtout les acariens, parce que dans les blattes aussi, hein, il faut le dire aussi. C'est surtout le nord, hein, il est plein de blattes et des poils de chat. À cause de l'humidité. Donc tout ça constitue des facteurs épigénétiques qui peuvent déclencher, alors surtout s'il y a une prédisposition génétique, là, ce sera la totale. Donc dans les allergies, il y a certaines qu'on peut contrôler et d'autres non. L'environnement aussi, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le contrôler. Il faut sans oublier l'asthme professionnel, parce que maintenant, il y a certains des métiers absolument qui ne sont pas tout à fait déclarés et qui sont très exposés à des aérocontaminants professionnels. Et là, ils présentent des asthmes sévères et parfois des asthmes persistants. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est problématique. Qu'on doit prendre en considération. Un autre point, docteur Lalami, peut-être, vous en avez touché un mot tout à l'heure, l'obésité et l'asthme. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rapport avéré? Oui, il y a un rapport avéré. C'est une forme, l'obésité et asthme, c'est une forme particulière. Ça donne des formes particulières d'asthme. Ça donne des asthmes assez sévères à gérer. Et très souvent, il faut traiter l'asthme, mais aussi la comorbidité et en l'occurrence l'obésité dans ce cas-ci. Dans ce cas précis, et surtout que c'est quand même en nette augmentation dans la population algérienne. Hein. C'est un véritable problème de santé publique. Hein. Absolument. Oui. Alors, le sexe masculin est un facteur de risque également d'asthme et d'allergie. On voit plus d'hommes asthmatiques que de femmes. Pas particulièrement, le professeur Khelloui. C'est une information que j'ai trouvée. Pas particulièrement, non. Pas forcément. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus fumeurs que les femmes. Pas particulièrement. Voilà le facteur extrinsèque qui en Algérie, mais dans le monde, on est presque à une parité aujourd'hui dans le monde occidental. Et en Algérie, c'est en train le tabagisme féminin est en train de croître progressivement. Donc, Monsieur Saadawi, très présent. Monsieur Saadawi, vous voyez plus d'hommes que de femmes asthmatiques finalement ou pas? Non, pas du tout. Pas forcément. Pas du tout. Oui. C'est un peu équilibré. Oui. Le facteur psychosomatique ou psychologique, il y a beaucoup de gens qui, quand ils témoignent, ils vous disent moi, on ne me prenait pas au sérieux quand je disais que j'étais asthmatique parce que mon asthme ne se déclenche qu'après une période de stress ou un choc ou un changement. Non, mais c'est un facteur qui est décrit dans la littérature. Hein. C'est un facteur C'est un facteur déclenchant des crises ou de l'asthme? Alors, de l'asthme, non. Mais par contre, c'est un facteur qui intervient dans les exacerbations, dans ce qu'on appelait anciennement les crises d'asthme, effectivement. Donc, le facteur, peut-être par un mécanisme inflammatoire, par un mécanisme de stress oxydant, va intervenir dans la survenue d'une exacerbation et donc d'une crise. On parle plus de crise maintenant, on dit exacerbation. On parle plus de d'exacerbation légère et d'exacerbation sévère. Dans le langage du commun, de l'Algérien moyen, on parle de crise. Oui, dans le langage de l'Algérien moyen, on parle de crise, mais nous, on voudrait justement essayer de supprimer ce caractère de gravité que constitue le mot crise. Voilà, ça peut être choquant pour les parents, les enfants et puis pour le malade lui-même. Donc, pour ne pas stigmatiser, c'est ça? Tout à fait. Oui. À quel moment parle-t-on de l'asthme de l'enfant, docteur Drali? Alors, pendant longtemps, on disait que c'était au bout de 3 bronchiolites. Oui. Aujourd'hui, la définition a changé? A changé. Il y a des mises à jour. On parlait de mise à jour. Anciennement, il y avait une classification où on disait après 3 bronchiolites, ce n'est plus le cas. On dit épisode sifflant qui se répète. Là, ce n'est plus la barrière des 24 mois, au contraire, c'est à 12 mois. Vous faites 2 épisodes de sifflement, de détresse, de toux sèche, mais vous avez un contexte d'allergie familiale ou personnelle, à condition qu'il n'y a rien qui peut mimer d'autres pathologies, parce que tout ce qui siffle est un asthme, et l'asthme fait siffler, mais tout ce qui siffle n'est pas asthme. À condition que l'examen clinique soit strictement normal, on parle là de l'asthme.
Si au contraire, vous n'avez pas cette notion d'atopie familiale ou personnelle, on attendra les 3 épisodes. Mais l'asthme, c'est la répétition, c'est la récurrence des épisodes de toux, de sifflements, de gêne respiratoire qui peuvent être variables dans le temps et en intensité. Après, si l'enfant il est en âge de réalisation d'une épreuve de fonction respiratoire, on va confirmer le diagnostic. Sinon, on parle aussi de la réponse au bronchodilatateurs, c'est-à-dire quand l'enfant réagit bien à un traitement avec des bronchodilatateurs comme la ventoline. Oui. Ça aussi, ça peut être révélateur peut-être d'une maladie asthmatique. Parce que parfois, nous, c'est l'âge qui nous gêne. Un asthme qui, entre parenthèses, commence très très précocement, on est prudent. On se dit peut-être que c'est une autre pathologie chronique grave. Il faut absolument l'éliminer. Et donc, un examen strictement normal en dehors des crises, une radiographie thoracique strictement normale. J'avais posé la question à professeur Lui justement. Juste, je finirai sur aucun examen complémentaire ne doit retarder la mise en route du traitement de fond. L'épreuve de la fonction respiratoire, si on ne peut pas la faire, on met le traitement de fond. On ne va pas dire attends, je ne te dis pas que surtout tu es asthmatique. Surtout quand c'est tout petit, c'est ça? Exactement. Bon, on ne peut pas la réaliser au-delà jusqu'à 6 ans, 5 ans pour la spirométrie de base. Il existe d'autres examens complémentaires. Mais l'épreuve, quand un enfant vous arrive avec une détresse respiratoire sifflante et vous utilisez les bouffées de salbutamol et il répand, donc vous dites il y a quelque chose derrière, il y a une bronchoconstruction, il faudrait que j'étaye mon diagnostic et mon interrogatoire pour dire est-ce que c'est de l'asthme ou autre chose. C'est simple aujourd'hui de diagnostiquer un asthmatique, professeur Khelwi, ou il y a des gens quand même qui errent? Non, c'est assez simple lorsque c'est dans la forme classique. C'est assez simple. Globalement, on arrive quand même à diagnostiquer. C'est assez simple, sauf qu'on s'assure toujours que c'est un asthme et pas autre chose qui peut mimer un asthme bronchique. Ça, c'est en matière de diagnostic. Mais sinon, c'est très simple. C'est codifié, c'est qu'on peut classer la sévérité de la maladie, etc. Il ne faut pas oublier que l'asthme, ça reste toujours une maladie difficile à annoncer. Les parents, ils n'acceptent pas ce mot. D'ailleurs, il y a certains qui se cachent derrière bronchite asthmatiforme. Alors que c'est un asthme, il faut l'étiqueter en tant que tel. Comme m'a dit ma collègue, c'est que parfois, il est bon, quand on élimine les autres diagnostics, il est bon de commencer tôt parce que l'enfant est le futur adulte. Lorsque vous contrôlez sa maladie, on aura un adulte qui est plus ou moins normal, donc avec moins de crises. Donc autant commencer un traitement de fond par excès que de laisser une maladie dire que c'est une bronchite asthmatiforme, etc. Le diagnostic, il est assez simple. Maintenant, il est assez simple. Clinique et paraclinique, finalement. Il est assez simple, mais dans ses formes différentes, il peut être assez difficile parce que c'est là qu'on parle de la médecine personnalisée, où on arrive à des malades qui nécessitent effectivement des anti-IgE. Donc c'est le traitement ultime pour un certain nombre de malades. Alors le diagnostic, docteur Lalami, on va faire un questionnaire, on va faire des radios. Le diagnostic, il faut avoir un interrogatoire. Ce que je voudrais dire, c'est que le diagnostic peut être se fait par le pneumologue, mais devrait être fait même par le médecin généraliste. C'est un diagnostic qui est simple, qui se fait sur des éléments anamnestiques. On doit avoir un interrogatoire quasi policier qui nous permettra d'identifier des notions d'atopie, qui nous permettra d'identifier des facteurs déclenchants, des facteurs environnementaux qui interviennent dans les exacerbations et qui nous permettra justement d'aller vers une exploration qui est l'exploration fonctionnelle respiratoire. On va faire on va faire souffler en fait un patient dans un tuyau, on va évaluer sa fonction respiratoire et on va lui mettre des bronchodilatateurs et voir s'il répond ou pas à ces bronchodilatateurs, car souvent on peut trouver ce qu'on appelle un trouble ventilatoire obstructif qui sera réversible au bronchodilatateur, ce qui nous permet de faire des diagnostics différentiels par rapport à d'autres pathologies. Chez l'adulte, c'est essentiellement la bronchopneumopathie chronique obstructive, surtout post-tabagique. Mais le diagnostic, la BPCO. Le diagnostic est cependant relativement simple. Il est certain qu'on complète notre exploration par un interrogatoire allergologique et des dosages sanguins d'IgE spécifiques, d'IgE spécifiques pneumoallergènes, d'IgE totaux. Ça se fait à quel âge aujourd'hui les tests d'allergie?
d'allergie. Non. À partir de quel âge? On peut les faire Très tout tôt, petit. très tôt, Oui. très tôt, À partir de très tôt. 6 mois, 8 mois, à quel âge? Oui, on peut. Il y a des enfants qui ont des allergies alimentaires et donc Oui. il faudrait les étayer. Et donc on peut déjà par les prix. C'est pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils sachent. Parce que parfois, on ignore qu'on peut faire ce genre d'examen très jeune. On dit on va attendre qu'ils grandissent un peu. Alors qu'aujourd'hui, il est possible justement de le faire très jeune. Oui. Que ce soit cutané, et c'est le plus recommandé, mais parfois on a des contre-indications. On passe par les IgE sanguins, donc spécifiques. Et à ce moment-là, on peut avoir est-ce que l'enfant est allergique à un type des pneumallergènes ou des allergies alimentaires. Mais cette exploration n'est pas nécessaire pour le diagnostic, c'est juste pour classer et orienter une thérapeutique précise. Absolument, non, c'est pour installer justement une prise Rien en ne charge. remplace la clinique. Hein. Oui, Voilà. pour une prise en charge. C'est ça, Lévi, justement, alors après le diagnostic, fatalement, ce que disait tout à l'heure professeur Khalwi, il y a l'annonce de la maladie. Pourquoi la maladie asthmatique a-t-elle une mauvaise réputation, j'ai envie de dire? Pourquoi les gens ont du mal à l'accepter aujourd'hui? Il fut un temps, mais Aujourd'hui, vous pensez que ça s'est amélioré? Non, de plus en plus, les gens acceptent ce que disent les médecins. Bon, c'est une maladie, il fut un temps, c'était une maladie honteuse. Qui avait une très mauvaise réputation. Oui, elle était honteuse. Oui. Comme la tuberculose, comme beaucoup de maladies. C'est pas une maladie qui contamine pourtant, hein. C'est pas une maladie contagieuse. Non, c'est pas du tout contagieuse. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens ont peur de cette maladie, il faut le dire comme Vous ne ça. pensez pas que ça peut être dû, justement, je vous pose cette question, peut-être parce que quelque part, ça peut être dû à une peur d'une mauvaise prise en charge, parce que quand on voit peut-être beaucoup d'asthmatiques autour de nous, ils n'en guérissent pas, finalement. Peut-être qu'on a peur de ça. Peut-être oui, les parcours de soins sont ce qu'ils sont aussi. Les gens, quand ils commencent à se faire soigner, c'est pas aussi facile. Hein. On rencontre des difficultés. Des fois, les gens font le nomadisme aussi. Oui. Ils vont chez un médecin, puis ils vont chez un autre pour confirmer. Ils ne croient pas tellement. Mais de plus en plus, quand même, les gens comprennent que c'est une maladie comme toutes les maladies. Et c'est pratiquement l'une des premières maladies chroniques au monde. Hein. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne l'accepte pas comme tel. Absolument. Professeur, lui, il n'y a pas un seul asthme, mais plusieurs. Il y a plusieurs, les asthmes allergiques, les asthmes non allergiques, non atopiques, les asthmes intriqués avec des PCO, c'est les gens qui continuent de fumer. Donc, il y a plusieurs asthmes, effectivement. Et c'est pour Même ça en termes de sévérité, hein, on les classe. En termes de sévérité, modéré, léger, sévère, très sévère, cortico-résistant, et le sévère qu'on achemine vers la biothérapie. Donc, tout ça, c'est des armes. Et c'est pour ça le thème de la médecine personnalisée, c'est comme ça qu'on fait la part des choses entre deux malades asthmatiques qui sont complètement différents. Donc, il y a plusieurs asthmes, effectivement. Et il y a les faux asthmes, cette catégorie-là. On l'écarte parce qu'on sait comment les écarter. Donc, il y a Comment on peut classer les asthmes selon leur sévérité, professeur Drali? Il y a une classification qui est commune, je pense, que ce soit en médecine pédiatrique ou chez nos collègues les adultes. C'est soit classé par les caractéristiques cliniques, c'est ce qu'on appelle les phénotypes, mais ailleurs, ils sont arrivés à endotyper l'asthme, c'est-à-dire aller partir voir la physiopathologie précise. Ma collègue avait dit, là, sur le phénotype clinique, on peut parler d'allergique, viro-induit, il y a des profils particuliers, l'asthme de l'obèse, l'asthme de l'effort, l'asthme avec d'autres comorbidités. Mais si on veut aller dans la médecine de précision, maintenant ailleurs, ils endotypent, c'est-à-dire ils vont les mêmes patients qui ont été classés dans un phénotype, c'est-à-dire ils sont allergiques, ils ont les mêmes caractéristiques sur le plan clinique, ils vont partir voir, grâce à des examens complémentaires, quelle est la cellule qui est responsable de ces signes cliniques, ce qu'on appelle aller voir les cellules inflammatoires qui sont en cause. Pourquoi? Pour proposer une thérapeutique ciblée derrière. Mais là, on n'est pas encore dans ce... Et ce n'est pas fait pour tous les genres d'asthme. C'est plutôt en phénotype quand il s'agit d'asthme sévère, parce qu'on doit leur proposer une thérapeutique additionnelle. Absolument. Alors, quels sont alors, comment savoir qu'on est en crise, justement? Vous n'aimez pas le mot
mot crise, mais bon, c'est ce que comprend la majorité des gens qui nous regardent. Quels sont les signes? Comment savoir qu'un enfant ou qu'un adulte est en train de faire une crise asthmatique? Bien, c'est un patient qui va se sentir mal, qui va moins bien respirer que d'habitude. Ça dépend. Ensuite, il y a 2 catégories. Soit c'est un patient qui se connaît asthmatique, chez qui on a appris à identifier... Si c'est la première fois qu'on est en train de faire cette crise... Si c'est la première fois, c'est un malade qui va moins bien respirer que d'habitude, qui va siffler. C'est un malade qui sentira de l'oppression thoracique. C'est un malade qui va faire des quintes de toux incoercibles. Donc, c'est un malade qui peut... Ça, c'est très important, hein, la toux, parce que beaucoup de gens ignorent que l'asthme peut se manifester à travers une toux. On a tendance à croire qu'on a des difficultés à respirer, oui, mais la toux, peut-être qu'on ne pense pas. Donc la douleur thoracique peut être en rapport avec une exacerbation d'asthme ou une crise d'asthme, la dyspnée, la gêne respiratoire et une toux inexpliquée, donc des sifflements, tous ces symptômes, des troubles du sommeil, un patient qui va très mal dormir la nuit, qui va se sentir un petit peu gêné, c'est un patient qui peut être en train de faire une exacerbation d'asthme. Oui. Alors, pour les enfants, c'est la même chose. Peut-être un tirage aussi. Ça me permet de rebondir. C'est exactement la récurrence des épisodes de toux sèche, c'est généralement nocturne, qui persiste toute la journée. C'est des sifflements, c'est une gêne respiratoire. Mais la plupart qui tardent à venir à la consultation, c'est la toux sèche seul. L'enfant tousse quand il court, quand il rit, quand il joue, et c'est banalisé. Et il ne fait pratiquement pas de crise, pas de sifflement, et les parents s'habituent à cette toux sèche, chronique, sans exploration, alors que c'est généralement un asthme sous-jacent. C'est ce qu'on appelle les équivalents asthmatiformes. C'est surtout chez les nourrissons. Les nourrissons, il y a des enfants, dès qu'ils s'alimentent, dès qu'ils jouent, dès qu'ils pleurent, dès qu'ils rient, ça, c'est ce qu'on appelle les équivalents asthmatiformes. On va parler aussi de rhinite également. Hein. Ça, c'est peut-être quelque chose à laquelle on ne prête pas suffisamment attention. Les enfants qui ont souvent des rhumes et qui persistent pendant plusieurs jours, une dizaine de jours. Ça revient à identifier le terrain d'atopie. Mais moi, en plus du symptôme, vous avez une périodicité dans la journée. Les symptômes de l'asthme sont des symptômes qui viennent très souvent le soir ou bien au petit matin. Et en fait, ça a une explication physiopathologique. C'est parce que c'est les moments où la cortisolémie dans le sang, qui est un puissant anti-inflammatoire, baisse et ça justement permet aux symptômes de jaillir. Donc petit matin et en nocturne, périodicité. C'est très important à rappeler aussi, peut-être que l'asthme peut survenir à n'importe quel âge, hein, professeur Khelwi, parce que beaucoup de gens vous disent, moi je n'ai jamais eu de problème, pourquoi ça m'arrive maintenant à un certain âge? Les personnes âgées aussi, elles peuvent avoir ce phénomène, hein, le fait d'avoir une toux tous les soirs. Il faut rappeler peut-être aux gens qu'on peut avoir de l'asthme à tout âge. C'est vrai, quand ça arrive à un certain âge, là, il faudrait d'abord penser à d'autres diagnostics pour éliminer d'autres pathologies qui peuvent siffler sans pour autant qu'elles soient de l'asthme. Je parle de la toux, hein, particulièrement, professeur. Alors, la toux est un symptôme qui est assez fréquent et si on prend la toux comme équivalent d'asthme, c'est pratiquement la même démarche diagnostique qu'on fait que pour un asthme classique. Mais à un certain âge, il y a aussi les facteurs hormonaux, surtout chez les femmes. Mais ce sont des cas particuliers, ce ne sont pas les plus fréquents. Mais ce sont ces cas particuliers qu'on doit prendre dans le cadre de la médecine personnalisée. Quant aux rhinites, conjonctivite allergique, il est vrai qu'il y a une seule voie respiratoire, elle va donner jusqu'au niveau des bronches, et le processus immunoallergique commence au niveau généralement, au niveau de la sphère oreille. On a tendance à banaliser. Et c'est pour ça qu'il faudrait correctement identifier et traiter toute conjonctivite ou rhinoconjonctivite par un traitement spécifique pour ne pas laisser justement évoluer vers l'inflammation bronchique. Vous avez aussi la dermatite atopique qui peut entrer dans le contexte de l'atopie chez l'enfant. Oui. Monsieur Saadawi, justement, alors, on a compris qu'il est très important de consulter, parce qu'il faut rappeler aussi que l'asthme est une maladie très fatigante et très contraignante, qui implique aussi un taux d'absentéisme très important aussi, hein, que ce soit pour les élèves quand ils sont en pédiatrie, les élèves qui vont s'absenter, donc on va voir tout leur cursus scolaire chamboulé, ou que ce soit les personnes qui travaillent. Absolument. Quand on n'a pas de bonne capacité respiratoire, ça se répercute automatiquement sur tout le corps. Parce que c'est par là que l'oxygène arrive, c'est par là que tous les muscles fonctionnent. Mais bon,
pour ce qui est de l'absentéisme, on en voit de moins en moins. Parce que les gens sont mieux pris en charge et ils observent mieux leur traitement. Donc c'est très important ça aussi. Oui. Quels sont les risques? Oui, allez-y. Je voulais juste compléter l'information que l'absentéisme est parmi les critères d'évaluation du contrôle de la maladie asthmatique dans toutes les recommandations. Vous avez, est-ce qu'on a des signes nocturnes, diurnes, est-ce qu'on utilise fréquemment les bêta-2 mimétiques, en l'occurrence la ventoline, et est-ce que ça retentit sur votre vie? C'est Pour très les important. enfants, l'absentéisme, le sommeil, l'activité physique. Donc dès le moment que c'est un critère qui évalue le contrôle de la maladie, c'est un critère très important. C'est un point très important, justement. Docteur Lalami, alors quels sont les risques si la maladie n'est pas prise en charge? Il faut expliquer, peut-être qu'on est passé très rapidement sur l'explication de la maladie asthmatique. On n'a pas rappelé que c'est une maladie peut-être inflammatoire dans laquelle les bronches vont se rétrécir, en gros, pour les gens qui nous regardent, c'est ça? Tout à fait. Oui. Donc c'est une maladie inflammatoire chronique qui touche essentiellement les bronches. Donc ça va entraîner ce qu'on appelle un bronchospasme et ça se manifeste par des symptômes de gêne respiratoire, la batterie de symptômes qu'on vient de citer. C'est une inflammation qui peut être différente, elle peut être allergique, non allergique. Et justement, la prise en charge thérapeutique, c'est de lutter contre cette inflammation chronique persistante. Et c'est pour ça que la corticothérapie... C'est quoi les risques si cette maladie n'est pas prise en charge ou n'est pas bien prise en charge? C'est une maladie qui peut entraîner des bronchospasmes extrêmement sévères et qui peut aboutir jusqu'au décès du patient. Donc c'est une maladie qui est extrêmement grave. Est-ce qu'on doit comprendre que le rétrécissement de la lumière de la branche va s'aggraver au fil des années, c'est ça? C'est-à-dire on va avoir des bronches... Si c'est un patient qui n'est pas bien suivi, oui, en fait, vous pouvez même avoir une branche qui va se modifier. Il y a ce qu'on appelle un remodelage bronchique, il y a un rétrécissement du calibre de la branche et qui va aboutir justement à des asthmes non contrôlés, des asthmes sévères et où la thérapeutique habituelle, usuelle, ne sera plus suffisante. Je voulais aussi, si vous permettez, ouvrir une toute petite parenthèse par rapport au traitement corticoïde. Il y a donc on parle de la maladie taboue, mais on ne parle pas suffisamment de la corticophobie que peut avoir le patient, notamment dans une certaine tranche de la population. J'entends par là l'asthme pendant la grossesse. Vous allez avoir des mamans enceintes qui ne vont pas... C'est l'inverse, il faut jamais arrêter son traitement. Jamais, au grand jamais. Des enfants malades, jamais. En fait, le problème majeur de notre fameuse crise d'asthme, c'est quoi? C'est que l'air de l'extérieur n'arrive pas aux poumons et donc qu'il n'y ait pas une oxygénation du sang. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas une oxygénation du sang? Ça veut dire qu'il va y avoir un retentissement systémique général, qu'il va y avoir un retentissement cérébral, qu'il va y avoir un retentissement cardiaque, ça va entraîner des problèmes coronariens. Donc bref, donc la crise d'asthme va aboutir à un manque d'oxygénation du sang et c'est ça qui tue. Oui, absolument. Alors les objectifs sont différents, les objectifs des traitements entre les adultes et les enfants. Pour les enfants, on peut parler de guérison aujourd'hui? Oui, dans certains profils. De rémission, on ne va pas dire peut-être guérison. Dans certains profils, on est allergique, c'est l'objectif, j'ai envie de dire, c'est l'objectif. Après, on va l'atteindre ou pas. Oui, voilà. Il faut être clair dès le départ. Pourquoi l'intérêt de phénotyper dans l'histoire naturelle du suivi de la maladie? L'essentiel, c'est capter l'enfant, le diagnostiquer, commencer à temps le traitement. Après, le mettre dans un phénotype. Pourquoi? Parce que tout de suite, on sait, est-ce que c'est un asthme qui va se pérenniser, qui va juste se stabiliser? Il suffit juste qu'il arrête son traitement ou qu'il rentre en contact avec les facteurs déclenchants et rebelote, il va faire ses crises. Ça, généralement, c'est l'apanage de l'allergie. On est allergique, on a une susceptibilité, une réaction excessive, on a certaines cellules, certaines possibilités de déclencher rapidement une inflammation chronique quand on rentre avec son propre allergène. Donc on le reste, on ne guérit pas, sauf cas l'immunothérapie pour certains allergènes. Et l'éviction, professeur Dralé, l'éviction. Oui, l'éviction vous c'est-à-dire permet... si on est par exemple asthmatique, allergique de l'humidité, si on change de lieu de logement, on peut vous êtes stabilisé tant que vous ne revenez pas dans une zone où il y a l'humidité. Vous voyez, l'immunothérapie... Alors, je parlais de rémission, je dis guérison entre parenthèses, rémission. Parce que les parents nous posent cette question. Donc l'immunothérapie pour certains allergènes a changé l'histoire naturelle de certains asthmes. On peut parler de guérison, mais
après une certaine période d'accalmie et d'examen complémentaire. L'asthme allergique, le phénotype viro-induit, oui. Les études ont montré, selon des cohortes de suivi, surtout les pays du Nord sur 25 ans, 30 ans, ils ont montré que les enfants qui ont sifflé secondairement à des virus ont la possibilité d'avoir une restitution ad integrum de leur épithélium et ça, c'est les enfants, par exemple, qui ont fait beaucoup de bronchiolite. De l'inflammation. Pour les enfants, par exemple, qui ont fait beaucoup de bronchiolite à cause d'un VRS. Oui, voilà. y a certains qui vont rester dans des séquelles de virus sévères et donc là, c'est une autre pathologie. D'accord. Mais la plupart des asthmes viro-induits guérissent. D'accord. Pour les adultes, les objectifs des traitements, alors c'est l'amélioration de la qualité de vie, j'imagine, l'espacement ou carrément la rémission, l'espacement des crises ou carrément la rémission? Je pense que c'est les mêmes réponses. C'est les mêmes réponses. Est-ce qu'on peut parler aussi de guérison chez l'adulte? On récupère les enfants à partir de 16 ans. Non, parce que moi je pensais que c'était plus simple. Professeur Solis, si vous permettez, parce que moi je pensais quand même que pour l'enfant, pourquoi on dit qu'il faut une prise en charge précoce? Pour l'enfant, on aspire concrètement à une guérison, à une rémission totale, alors que chez l'adulte, peut-être c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on aimerait, que ces enfants soient bien pris en charge, pour qu'à partir de l'âge de 16 ans, on n'arrive pas dans un état d'asthme qui est plus ou moins sévère. Et effectivement, il n'y a que l'immunothérapie allergénique qui peut changer le cours de l'histoire. Mais il faut que ce soit une allergie documentée. Qu'elle soit diagnostiquée à l'âge adulte ou à l'âge pédiatrique, c'est le même procédé. On fait le même procédé pour phénotyper. Et si on peut... Je vous donne un exemple qui est très simple. Vous avez un chat à la maison, vous ne pouvez pas désensibiliser contre un chat, donc il faut le faire sortir et puis c'est tout. Donc vous ne referez plus de crise d'asthme. Donc c'est ça. Et ensuite, comme vous avez posé la question, si... Puis tous les asthmes ne sont pas allergiques. Non. C'est une question qui est précise. Est-ce qu'il peut entrer en rémission? Voilà les cas où le reste, ça se contrôle. Il y a le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle optimal. Le contrôle optimal, c'est un individu qui est comme les autres. Il fait le sport, il fait la piscine, il fait la montagne, il fait ce qu'il veut. C'est un individu normal. Ce qu'on appelle un contrôle optimal. Et ensuite, il y a les mauvais contrôles, les contrôles un petit peu moitié-moitié. On arrive pratiquement à la fin de l'émission, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On termine sur les traitements. Alors, on parle de deux types de traitements, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure, les bronchodilatateurs, les traitements de la crise, encore une fois de l'exacerbation, et les traitements de fond. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui ? Actuellement, on a la chance d'avoir une batterie de thérapeutiques, des associations médicamenteuses entre les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes inhalés, des anticholinergiques, des bêta-2 sympathomimétiques, des antihistaminiques. Donc en fait, on a une batterie assez large de thérapeutiques qui sont disponibles. Juste, toujours ma petite parenthèse. Donc je pense que le téléspectateur asthmatique qui nous regarde aujourd'hui va vraiment focaliser sur le terme guérison. Donc, parce que voilà, c'est un terme qui peut donner beaucoup d'espoir, mais c'est vraiment une rémission et non pas une guérison, parce que c'est une maladie qui est multifactorielle, qui est génétique, mais aussi environnementale. Est-ce qu'on peut arrêter les traitements à un moment donné? Alors, on va prendre le cas d'un asthmatique qui fait des crises, notamment en hiver. On en parle d'ailleurs au tout début de l'émission, je disais que c'est un peu la saison hivernale, qui fait beaucoup de crises pendant l'hiver. C'est, je pense, la grande majorité des malades, n'est-ce pas, Monsieur Saadaoui, et qui pendant l'année va plus ou moins bien, et là il va peut-être pas prendre son traitement de fond, qui est peut-être une pompe à base de cortisone. Est-ce que cette personne est en danger? En fait, c'est une très très bonne question. C'est pour ça qu'un patient asthmatique doit suivre un circuit de soins, doit suivre des consultations de contrôle préprogrammées avec des évaluations à chaque contrôle. Il y a des scores de contrôle de l'asthme. Je vous donne l'exemple du score ACT, et qui vous permet d'évaluer votre patient, de savoir si vous devez augmenter votre charge thérapeutique ou bien baisser votre charge thérapeutique. Donc c'est vraiment, et tout ça est bien codifié par des protocoles internationaux. Vous avez le GINA qui donne... On fait des gènes respiratoires. Est-ce qu'on parle d'emblée d'une crise? Oui, si vous avez votre vécu quotidien qui change, si vous vous sentez un peu moins bien que d'habitude, c'est que vous êtes en exacerbation, c'est certain, et que vous devez traiter l'exacerbation et renforcer votre traitement après cet épisode d'exacerbation. Absolument. Une dernière question peut-être pour terminer, parce que c'est très important. Alors la place des antibiotiques et de la kiné pour les enfants.
Est-ce qu'on prescrit encore en cas d'exacerbation? Les antibiotiques n'ont aucune indication, que ce soit pour la gestion de la crise d'asthme ou pour la maladie asthmatique. Il y a des indications quand on a une crise d'asthme qui s'accompagne d'une infection pulmonaire ou d'un autre foyer, on les mettra parce qu'il y a une infection. C'est pas parce que pour traiter une crise ou la maladie asthmatique. Pour la kiné, non plus. Elle n'a pas d'indication, surtout pas en cas de crise. Elle risque de l'aggraver. On l'a proposé jadis pour des enfants ou des adultes qui étaient très encombrés. Mes collègues peuvent peut-être pour les adultes c'est spécifique, mais en pédiatrie non. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'est le mot de fin de cette émission. Pas de kiné, en tout cas pour les enfants. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime, des questions que vous posez sur cette maladie très fréquente. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On se retrouvera samedi prochain et on parlera de VIH/SIDA. Au revoir. C'est comme ça.